exécutant du Marzen à travers des investigations, des témoignages de spécialistes du football, des médias et de la politique. Pour débattre de cette thématique, j'ai le plaisir ce soir de recevoir sur le plateau un invité, un journaliste, Moustapha Ait Mouloud, journaliste spécialiste des affaires maghrébines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est Moustapha Ait Mouloud. Ait Mouloud. Voilà. Et nous allons également ce soir recevoir par Skype Eddie Hamel, qui a été conseiller et porte-parole de l'ex-président de la Confédération africaine de football. Il est également journaliste. Nous aurons également et nous écouterons un avocat. L'avocat est le journaliste tunisien Fethi Mouldi, ainsi qu'un autre journaliste africain. Il est camerounais, celui-là, Simon Lionga, spécialiste aussi de la Confédération africaine de football. J'ai le plaisir également de recevoir ce soir un autre journaliste spécialiste du football africain et mondial. J'ai le plaisir de recevoir mon aîné, Ardouane Bendali. Bonsoir. Bonsoir Riyad, bonsoir Moustapha Ait Mouloud. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, vous avez écouté l'intitulé et la thématique de cette émission. Votre commentaire en préambule, avant le débat. Eh bien Riyad, vous savez, si l'expression consacrée dit que tous les chemins mènent à Rome, les chemins scabreux empruntés par les sujets du Marzen pour faire main basse sur le football africain à travers une stratégie où tous les coups tordus sont permis, dépasse évidemment très largement le cadre sportif. Manigance en tout genre et en coulisses, passe droit, blanchiment d'argent sale provenant du narcotrafic et tutti quanti. En fait, la liste de l'arsenal délictueux du Marzen est infiniment longue et pour les sales œuvres, il n'est pas anodin qu'une telle basse besogne a été confiée au sulfureux Fawzi Lakdja, le couteau suisse du trône doté d'un don d'ubiquité incommensurable. Fawzi Lakdja, l'homme orchestre du Marzen, devenu aussi incontournable qu'influent au sein de l'auguste instance du football africain. Et il a pris d'ailleurs un tel volume qu'il inspire désormais les conspirations politiques les plus viles en direction de certains États souverains de notre continent, avec le désormais appui inconditionnel de ses amis de l'entité sioniste. Fawzi Lakdja, c'est assurément un nom qui revient trop souvent dans le répertoire des histoires nébuleuses du football africain. Et donc, on se demande aujourd'hui jusqu'où ira Fawzi Lakdja. Ben oui, jusqu'où ira Fawzi Lakdja, encore un agent du Marzen qui a investi et infiltré le football du continent africain. Moustapha Ait Mouloud, votre première réaction à vous aussi? Bon, mon confrère Bendali a bien planté le décor. Il a donné un petit peu un aperçu de l'action de Lakdja au sein de la Confédération africaine du football. D'abord, il faudrait s'intéresser un petit peu au parcours de Lakdja. Fawzi Lakdja, d'un simple dirigeant, petit dirigeant d'un club de 3e division qui est à Berkane, il se retrouve à la tête de la Fédération royale du football et aussi ministre délégué du budget. Mais avant tout ça, il faut souligner qu'il était l'argentier du royaume. Et il détenait la direction des finances ou bien des finances du royaume. Donc il détenait un petit peu les cordons de la bourse royale. Alors, c'est pas pour vous couper, Moustapha Ait Mouloud, mais on a l'impression que vous connaissez le déroulé de l'émission. Il y a un sujet que Salah Derbel a préparé justement sur l'ascension de ce personnage qui est arrivé à ce niveau d'influence au niveau du football africain. Salah Derbel revient sur cette ascension dont vous parliez il y a quelques instants, un agent du Marzen zélé et servile. On regarde. Si Fawzi Lakdja s'est imposé comme un acteur influent du football marocain et africain, son parcours n'a pas été exempt de controverses.
Entre accusations de favoritisme, conflits d'intérêts et critiques sur sa gestion des instances sportives, sa carrière est marquée par des zones d'ombre qui suscitent le débat. Il a réussi à se hisser au sommet du pouvoir sportif et politique, avec une rapidité et une influence qui ne laissent personne indifférent. Même s'il a débuté en tant que simple ingénieur agronome, aujourd'hui, il devient président de la Fédération marocaine de football, membre influent des instances internationales comme étant président de la Commission des finances et vice-président de la Confédération africaine. Il est aussi membre du Conseil de la FIFA depuis 2021. Il occupe également le poste de ministre du Budget. Son poste à la Fédération s'accompagne de beaucoup d'accusations, de mauvaises pratiques, d'abus de pouvoir et de favoritisme. En tout cas, son influence dépasse les limites de l'éthique sportive. Son double rôle en tant que président de fédération et responsable dans des institutions financières a soulevé des questions sur l'utilisation de fonds publics pour financer des projets liés au football. Il a souvent utilisé ses relations politiques pour consolider son pouvoir. Certains observateurs estiment qu'il a utilisé le football comme un outil diplomatique pour renforcer l'influence du Maroc en Afrique. Sous la présidence de l'Arja, la renaissance sportive de Barkhane, son club d'origine, a connu un essor spectaculaire. Plusieurs clubs marocains ont exprimé leur mécontentement, affirmant que le RS Barkhane recevait un traitement préférentiel de la part de la Fédération marocaine de football et des instances d'arbitrage. Aujourd'hui, il reste président d'honneur de ce club. Fouzi Larja a également été impliqué dans des conflits avec des acteurs influents du football africain. En 2019, il a été accusé d'agression physique contre l'arbitre éthiopien Bamalak Tesma. Il est connu pour avoir transformé le football marocain en un acteur incontournable. Son parcours reste entaché par des scandales qui mettent en lumière les défis de gouvernance dans le sport. Ses succès, notamment la performance de son pays lors de la Coupe du Monde, ne peuvent masquer les nombreuses interrogations sur ses méthodes. Fouzi Larja, un dirigeant dont l'ascension et les pratiques suscitent le doute. À l'heure où le football africain cherche à se relever et avant la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu au Maroc, le parcours scandaleux de Fouzi Larja soulève une question cruciale. Jusqu'où peut-on aller pour gagner? On a quelques éléments de réponse, Ardouane Bendali, jusqu'où on peut aller. Ce portrait, Ardouane, dressé par Salah Berbel, mais peut-être un peu de lumière sur un homme qui aime agir dans l'ombre. Peut-être trop peu de lumière, on va dire. Parce qu'il aime agir dans l'ombre. Mustafa Ait Mohoub, quand on entend ça, on le connaissait déjà, mais quand on entend ça, c'est une association plus que fulgurante. Exactement. Qui doit cacher quelque chose en coulisses. Oui, lui, il rentre justement dans le puzzle, ce puzzle déployé par le royaume marocain à partir de son adhésion à l'Union africaine en 2016. Donc, ils ont arrêté toute une stratégie offensive, foncièrement offensive, si j'ose dire, c'est correct de le dire, et sur tous les plans. Donc, sur le plan du sport, ils voulaient contrôler justement le sport roi qui est le football. Ils font tout pour le faire. Pas pour, comme ils prétendent, améliorer justement cette pratique en Afrique et ce sport en Afrique. Non, c'est pour le gangréner de l'intérieur afin de le contrôler de plus et l'utiliser pour l'image du Maroc. Mais malheureusement, les choses sont en train d'évoluer autrement. C'est-à-dire, il n'agit plus dans l'ombre. Désormais, il agit ouvertement. Quand il parle de peser, que le Maroc allait peser pour les élections du renouvellement de la présidence de la CAF en 2025, c'est-à-dire il est là dans le lobbying carrément, le lobbying avec tout... J'allais vous poser la question, Mustafa. C'est pas du soft power, pas du tout. C'est l'image que le Marzen veut donner. Mais en réalité, c'est du lobbying néfaste. J'allais dire ça. C'est que à partir ça fait 10 ans que le Maroc, on nous chante. Même des médias occidentaux essayent un petit peu de présenter le Maroc sous le visage d'un pays fort en soft power, qui fait les choses en douce et qu'il est
coopératif et qu'il essaie... On cache les mauvaises choses et on essaie de mettre en relief... Alors, le soft power tel qu'il est défini par son concepteur, Joseph Nye, l'américain, le professeur de Harvard, il dit que le soft power, c'est quoi? C'est de la propagande sans faire de la propagande. C'est éviter de faire de la propagande et éviter de faire le hard power, c'est-à-dire aller vers une position de coopération pour changer, pour améliorer, pour arriver à une coopération. Mais là, le Maroc, il n'est pas dans la coopération, pas du tout. Il est dans une offensive, il est dans une adversité avec ses voisins, il est aussi dans une adversité avec les autres puissances sportives de l'Afrique, justement pour asseoir son leadership, alors qu'il n'a pas les moyens sportifs pour être le leader en Afrique. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc il n'est pas du tout dans le soft power, il est dans le lobbying et le mauvais lobbying parce qu'il utilise même l'argent. Et on verra, je donne la parole à Ordon Bedali, on verra tout à l'heure. Moustapha Itmouhoub, nous avons justement avec nous en direct de Paris, on a la chance de l'avoir et le plaisir d'ailleurs d'avoir Eddie Hamel qui connaît très bien le personnage. Puisque Eddie Hamel, c'est, on va dire, sans le sens péjoratif, un vieux routier du football africain. Il a pratiquement fait toutes les Coupes d'Afrique des Nations depuis 1970 et il a été au sein de la CAF, porte-parole, conseiller du président Ahmed, l'ex-président, et également, et j'en passe, il a créé le magazine Afrique Football, il a été à la FIFA également. Donc, il est avec nous en direct. Lui, il va nous en dire peut-être un peu plus. Eddie Hamel, bonsoir tout d'abord. Bonsoir Redouane, bonsoir à tous et bonsoir à tous invités aussi. Alors Eddie Hamel, on a parlé, vous avez certainement suivi ce qui a été dit sur Fawzi El Rja. Pourquoi on est en train de focaliser sur ce personnage? Parce qu'il est réellement un personnage sulfureux et il représente bien toute cette stratégie qui est mise en branle en ce moment par le Marzen. Et vous l'avez bien connu, et son influence n'est plus un secret aujourd'hui. Écoutez, ce personnage a fait irruption dans le monde du football africain en 2017, lorsque le président Hamad a été élu à Addis Abeba. Et immédiatement, avec le concours de la FIFA, il a obtenu la présidence de la commission des finances, c'est-à-dire quasiment la clé du trésor du football africain. Il en est devenu le président, sauf que il a été reconduit, il a fait un mandat catastrophique, puisque la première année s'est soldée par un déficit de 23 millions, la deuxième année d'à peu près le même déficit, et là, en 2023, 45 millions de déficit. Donc on nous l'a présenté comme un spécialiste des finances, comme quelqu'un qui allait assainir les comptes et faire redémarrer un peu la machine financière, faire venir des sponsors, faire venir des partenaires commerciaux qui allaient alimenter le budget de la CAN. Il n'en a rien été, puisque après le premier mandat, le total du déficit est de 45 millions de dollars. Et en 2024, on pense que le déficit sera de plus de 28 millions et la CAF ne sera, je pense, elle ne pourra pas compter sur un bénéfice, un budget bénéficiaire en 2025 et en 2026. Eddie Hamel, Fawzi El Rja ne s'arrête pas là, puisque également il pèse au niveau de la CAF, parce qu'il a introduit plusieurs Marocains. Il y en a même un qui était avec lui dans la même commission des finances, ce qui est un fait inédit. C'est exact. Il y a 12 commissions, et sur les 9 commissions qui ont été dotées de membres, il y a 6 Marocains. 6 Marocains, et c'est quelque chose d'unique. Il faudrait que je vous précise que 2 commissions sont présidées par des Marocains. La première, c'est bien sûr M. El Rja, qui préside la commission des finances, mais il est également lui-même vice-président de la commission de contrôle de gestion et de la conformité. Donc vous voyez, on est dans le monde de la finance. Et un autre
un autre Marocain dirige la commission de contrôle de gestion. De contrôle de gestion. Il y a 2 présidents marocains, il y a une mainmise sur ces commissions, il y a 6 Marocains dans les commissions. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour en arriver là. Ça, ce sont des stratagèmes qui ne sont pas toujours en conformité avec la réglementation et le respect des statuts de la Confédération. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est évidemment tout faire pour restaurer la bonne image d'une Confédération africaine et la doter de personnalités qui viennent des 54 pays et non pas d'un seul pays ou de 2 pays. Ça, c'est ce qui doit être fait par nos dirigeants aujourd'hui pour limiter l'influence de tel ou tel, l'influence d'un pays sur la mainmise, même on peut dire, l'influence et la mainmise de tout un pays et de ses représentants. Et vous qui connaissez bien l'Afrique et toutes les fédérations, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience des présidents des fédérations africaines? Écoutez, le rejet de la Confédération actuelle est depuis 2022 omniprésent. Omniprésent. Il n'y a qu'à suivre une revue de presse de n'importe quelle journée en Afrique, les grands journaux de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Nigeria, du Ghana, du Malawi, de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas un article positif sur la personnalité d'aujourd'hui de la Confédération africaine de football. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un mot positif. Il n'y a pas la désignation d'un programme de développement, d'une compétition qui se fait dans l'honnêteté et la transparence totale. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. La Confédération a touché l'abîme, elle est au fond du trou et il faut maintenant une prise de conscience, fût-elle tardive, mais il faut une prise de conscience pour restaurer cette confédération. Merci Idi Ahmed d'avoir été avec nous en direct de Paris pour nous dire tout cela et à très bientôt. Et derrière tout cela, à Moussa Faïd Mouhoub, il y a l'ombre de ce personnage qui s'appelle Fawzi Larja. Il a très bien dépeint votre invité de Paris. Donc, Fawzi Larja, c'est, je dirais, l'homme par qui le football africain a périclité. Il connaît peut-être son âge le plus terrible. Donc, c'est la descente aux enfers. On parle d'affaires de corruption, on parle de matchs truqués, on parle d'argent sale, de chantage. Et justement, quand on parle de chantage, il y a toujours ces personnalités marocaines, politico-sportives marocaines, qui sont impliquées dans l'affaire. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, tout ça a été organisé depuis le retour du Maroc, pas le retour, l'adhésion du Maroc à l'Union africaine en 2016. Il a bien dit, M. Hadi Amel, qu'à partir de 2017, qu'il a introduit les instances africaines du football, et à partir de là, il a commencé sa mainmise sur l'organisation, et aujourd'hui, il menace, il est là, il menace, et il se croit faiseur de roi. Il le dit carrément que celui qui ne marche pas dans sa vision, la vision marocaine, il ne peut pas rester comme président de la CAF, ou bien il ne peut pas être influent dans la CAF. Donc il le dit clairement. À un certain moment, il a pris même en otage l'actuel président de la CAF. On l'a vu. À partir du moment que ce président de la CAF était là lors de la CHAN, et il y a eu la déclaration du petit-fils de Nelson Mandela sur le Sahara occidental, voilà que l'homme par qui les scandales viennent, c'est-à-dire M. Fawzi Larja, qui a jeté toute sa colère sur Motsepe, en lui reprochant d'avoir laissé le petit-fils de Mandela faire ses déclarations à Alger. Et puis il a fait le chantage par la participation justement à cette chaîne, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle d'une compétition en Algérie ou d'un club algérien, on trouve ce bonhomme créé. Et on a vu le scandale que son ancien club, Barkhane, a réalisé en venant avec une carte fictive. Toute cette arrogance, Moussa Faïd Mouhoub, toute cette arrogance, elle vient du fait que
il a obtenu un blanc-seing du Marzane. On le laisse faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a également la gestion de la fortune du Marzane qui est confiée à ce personnage. Et justement, quand on parle de gestion de la fortune du Marzane, on parle également d'argent sale. Parce que l'argent vient de tous les côtés pour enrichir la famille royale. Et donc, je vous propose de suivre ce sujet préparé par Fatah Abada qui nous relate tous les mécanismes de cet argent sale, d'où il vient, où il va et à qui il profite. Décidément, il n'y a aucun secteur qui n'a pas été gangréné par le hashish et l'argent sale au pays de Mohammed VI. Même le sport, qui devrait plutôt être synonyme de pauvreté, de santé et de loyauté. Mais là où le kiff traite, il laisse toujours des traces nauséabondes. Plusieurs scandales éclaboussent sans cesse les hauts responsables du sport au Marzane. À leur tête, l'argentier de Mohammed VI, L'Aqja Fawzi, qui porte depuis déjà 2 ans 2 casquettes, celle de président de la Fédération royale de football pour se servir et celle de ministre délégué au budget du Marzane pour servir son maître. Toute l'histoire a commencé il y a une année, lorsqu'un baron malien de la drogue qui vivait du trafic de kiff traité entre le Maroc et le Mali, arrêté, a avoué avoir remis la somme de 3,5 millions de dollars au Wydad Baydawi, plus précisément à son président Saïd Nasseri, en plus d'autres sommes à différentes occasions. Ceci, en plus de la somme de 20 millions de dollars qu'a remis Fawzi L'Aqja à la CAF et qui avait soulevé un véritable tollé dans le milieu du sport, autant continental que mondial. Ce qui a obligé les officiels du Marzane à chercher des explications tout aussi farfelues les unes que les autres. Mais question à un dirham. Pourquoi cette somme n'est-elle pas apparue sur les comptes et les bilans de la Fédération royale de football? Les déclarations de nombreux responsables sportifs continentaux, les recoupements réalisés par des observateurs avertis, des enquêtes faites par diverses institutions spécialisées, notamment mondiales, font ressortir que tout cet argent sent le hache à plein nez. En effet, suite aux aveux du baron malien arrêté, il apparaît clairement que Nasseri recevait une quote-part. Pourquoi? Du baron malien. Et cet argent, des sommes faramineuses étaient remises toutes ou en partie à Fawzi L'Aqja, qui les utilisait d'une part pour gonfler la fortune de son maître et de l'autre pour soudoyer les responsables de la CAF et asseoir son hégémonie sur l'institution continentale au détriment du peuple, qui plonge chaque jour un peu plus dans la misère. Le clou dans le cercueil est finalement planté par la journaliste Dounia Filali, qui a dévoilé des informations alarmantes sur l'endettement croissant du royaume du Maroc, attribué à la politique du roi Mohammed VI et de Fawzi L'Aqja, son ministre délégué au budget. Dans une vidéo sur sa chaîne, la journaliste et féroce opposante au régime du Marzane affirme que le roi a profité du séisme dans la région d'El Harrouz pour solliciter d'importants prêts des organisations gouvernementales et des pays européens, sous prétexte de reconstruire la région dévastée. Elle a révélé que des sommes colossales ont été transférées aux sociétés de Mohammed VI au nom du peuple marocain. Par exemple, l'Allemagne aurait accordé un prêt de 100 millions de dollars pour la reconstruction des zones sinistrées. Cependant, Filali souligne que ces fonds censés aider les familles touchées ne sont jamais parvenus à leur destination. Elle estime que plus de 57 familles auraient dû bénéficier d'au moins 21 millions de centimes chacune, ce qui n'a jamais été le cas. Ainsi, il apparaît clairement que la collusion entre la drogue, l'argent sale et la Fédération marocaine de football est prouvée et tourne autour de la corruption sans laquelle ni L'Aqja ni d'autres hautes personnalités n'auraient pu arriver où elles croient être arrivées, avec la complicité du roi et de ses sujets. Mais tout cela sont mauvais. Et le jour est venu, avec tous les scandales révélés et les affaires en justice qui les attendent, pour que ces piteux personnages payent pour leurs actes. Voilà. C'est très bien résumé à travers ce sujet par Fatah Abada. Et aujourd'hui, Mustafa Itmou, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une omerta de la part des moralisateurs de la planète sur justement ce narcotrafic qui produit cet argent sale. Exactement.
il y a des scandales qui sont en train d'éclabousser ce royaume. On n'en parle pas suffisamment dans les médias. Ça s'explique parce que ces puissances étrangères justement protègent ce Makhzen qui... Donc étouffe ces scandales. Bien sûr, protège ce Makhzen qui est devenu un État fonctionnel qu'ils utilisent justement dans la région pour maintenir leurs apités sur les ressources naturelles dans la région. Donc je reviens justement à la nature du système du Makhzen. Aujourd'hui, il faut le souligner. Le Premier ministre Arnouch est un homme d'affaires. Donc, il y a le couple argent-politique. C'est le premier homme d'affaires en Afrique du Nord qui accède à la primature. Et en parallèle, le sport aussi, il est entre les mains des hommes des finances, de l'argent. Donc, c'est le couple politique-argent. Donc, la stratégie du Makhzen est claire. C'est de pénétrer l'Afrique à travers l'argent. Maintenant, d'où est-ce qu'on peut ramener ces sommes avec lesquelles on va corrompre? J'allais vous poser la question. D'où vient cet argent des Marocains, en réalité? Justement, en premier lieu, il vient de la drogue, de la culture du cannabis. Si on observe un petit peu les chiffres donnés par l'ONU, l'Office onusien contre la drogue, déjà chaque année, depuis une vingtaine d'années, chaque année, le rapport de l'ONU pointe le Maroc comme le premier producteur et exportateur de cannabis, du hashish, cannabis et résine du cannabis dans le monde. Ça, primo. Deuxièmement, si on observe maintenant ce qui se passe en Afrique, on voit une offensive des narcotiques par les narcotiques du Maroc dans les pays du Sahel. C'est-à-dire qu'ils rajoutent à la fragilité de cette région... Donc ils empoisonnent l'Afrique. Bien sûr, une autre fragilité. Donc déjà, il y a l'énigme de l'offensive sur le point d'El Gargarat, qui est le seul passage entre le Sahara occidental et les pays de l'Ouest. Maintenant, c'est clair. Cette offensive, c'est pour créer un passage pour la drogue. Et l'ONU, encore, l'Office de l'ONU qui dénonce ça. Il dit que disons, les quantités de drogue saisie, la moyenne des quantités de drogue saisie entre 2016 et 2020, c'est à peu près 13 kilos de cocaïne. Ce chiffre passe tout de suite en 2021 à 41 kilogrammes. Et il passe allègrement. Est-ce que l'antité-sionisme ne joue pas également un rôle dans ça? Oui, j'arrive. Il passe allègrement à un niveau scandaleux, celui de plus de 1466 kg de cocaïne. Et maintenant, les États-Unis ont exprimé récemment, le département d'État, ses craintes quant à l'attitude du Maroc, qui devient en même temps une plaque tournante. Un passage de la drogue, cocaïne et héroïne, c'est-à-dire qui utilise les routes traditionnelles du cannabis pour aller vers le nord, l'Espagne, Pays-Bas, ou pour aller vers le sud via les pays du Sahel, c'est-à-dire où ils sont carrément des passoires, transformés en passoires. Ici, là, on comprend aussi pourquoi on essaye de maintenir les crises dans ces régions. Parce que ça permet à cette ressource financière importante au royaume justement, Redouane parlait justement du rôle de l'entité sioniste, justement dans ce machiavélique commerce du Maroc pour gagner de l'argent au détriment de la santé des Africains. Et le Makhzen gagne de l'argent avec ce trafic de drogue. Vous dites qu'ils sont les premiers dans le classement mondial. À quoi sert l'argent que gagne le Makhzen, justement? On sait que, par exemple, et on va en parler tout à l'heure, ça sert aussi à acheter des parlementaires. On en a vu certains en Belgique, certains ont acheté des campagnes aux États-Unis. Par exemple, on n'hésite pas à mettre 100 millions de dollars par-ci, par-là pour acheter des voix ou des soutiens factices. Et puisqu'on parle de football dans cette émission, ça sert aussi à acheter des voix au niveau de la Confédération africaine et au niveau des fédérations africaines. Il faudrait souligner une chose, que les chiffres même officiels annoncés par le royaume marocain sont alarmants. Ils parlent
c'est l'Office de réglementation des activités de drogue, de cannabis. Ils ont un office officiel. Les gens ne connaissent pas ça. C'est lui qui réglemente la culture du cannabis. Et il a vu que ce commerce est devenu juteux et florissant. Et ils ont décidé un petit peu d'élargir sa culture au nord du Maroc. Ils avancent le chiffre de 3,5 jusqu'à 6,5 milliards de dollars de revenus jusqu'à 2028. Alors que d'autres spécialistes et observateurs parlent de 23 milliards, parlent plutôt de 23 milliards. Toutes ces sommes faramineuses, elles vont vers où? Elles profitent justement au Makhzen qui l'utilise comme arme d'influence. Donc là, on revient au soft power. Là, on n'est pas là où vous voulez qu'on en arrive. Voilà. Donc, c'est corrompre les décideurs, les politiques. Et on avait avec le scandale montré tout à l'heure, le scandale de l'Escobar du Sahara. Il a éclaboussé des hommes politiques et des hommes du monde du sport. Il y a le président du Wydad qui est un proche de l'Arja, justement. Oui, Saïd Nasseri du Wydad de Casablanca, qui est un élu du préfectorat de Casablanca. Et on a aussi Nourdine Bouri, qui est aussi le responsable du département oriental du Maroc. Et il y a aussi un ancien, disons, député du parti de l'authenticité, qui est aussi cité dans cette affaire. Donc, en résumé, cet argent de la drogue est utilisé justement pour créer de l'influence dans la région. Et bien sûr, Israël est intéressé. Déjà, Israël a été introduite par le Maroc comme membre observateur dans l'unité africaine. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Et justement, Israël, l'entité sioniste, pardon, utilise même des technologies très pointues en complicité avec le Maroc. Tout à fait. On va continuer dans le débat. Voilà l'alliance diabolique entre deux entités coloniales, parce qu'il faut appeler un chat, hein, n'est-ce pas, Mustafa et Erdogan. Il y a eu une affaire explosive, souvenez-vous, messieurs, il y a quelques mois, qui a secoué et le monde et les coulisses du football africain. C'est le logiciel espion Pegasus, qui aurait été d'ailleurs utilisé par le Maroc sous l'influence de Fawzi El-Rajah. Il n'y a pas que des grands chefs d'État qui ont été espionnés. Hein. Voilà, on éclaire l'opinion, c'est comme ça, afin d'orienter les décisions dans la Confédération africaine de football, des décisions et aussi des élections. Pourquoi pas tout à l'heure, Edi Hamel parlait étrangement de 5-6 Marocains dans la même commission. Voilà comment on arrive à faire chanter l'un, l'autre pour essayer de placer ces agents. On les appelle agents, entre espionnage, politique et football. Ce scandale, il met en péril l'intégrité du sport roi dans notre continent. Et pour nous éclairer un peu plus, je vous propose, messieurs et mesdames, messieurs, de regarder ce reportage qui a été préparé par Fethi Bendali. Le football africain, théâtre de passion et d'espoir, a été secoué par une affaire digne d'un roman d'espionnage. Au cœur du scandale, Pegasus, un logiciel aussi puissant que redouté. Imaginez maintenant un outil capable de franchir les défenses les plus sécurisées de votre smartphone. Pegasus, développé par une société sioniste, peut accéder à vos appels, vos messages, vos photos, vos applications et même activer votre caméra ou votre micro. Le tout à votre insu. Utilisé pour infiltrer les secrets les plus intimes, derrière ce rideau opaque, un nom revient avec insistance. Fawzi El-Rajah, ministre marocain et stratège du football national, soupçonné d'avoir manipulé les hautes instances africaines pour servir les intérêts du Maroc. Ce logiciel a rapidement trouvé d'autres usages bien moins nobles. Dans le contexte du football africain, Pegasus devient une arme redoutable. En surveillant les membres influents du comité exécutif de la Confédération africaine de football, il offre à ses utilisateurs un avantage stratégique inégalé. Réunions confidentielles, plans secrets ou même détails personnels embarrassants, tout devient accessible pour qui contrôle l'outil. C'est dans ce cadre que Fawzi El-Rajah apparaît comme un acteur central de cette affaire. Ministre délégué au budget du Maroc,
et figure incontournable du football du Makhzen, il aurait orchestré l'utilisation de Pegasus pour espionner les dirigeants clés de la CAF. Son but, recueillir des informations compromettantes et manipuler les décisions de l'organisation en faveur du Maroc. Sous sa direction, le Maroc s'est imposé comme une puissance incontournable du football africain. Les succès sur le terrain et dans les coulisses sont indéniables. Mais à quel prix? Simon Lyonga, journaliste camerounais, se pose la question. C'est d'abord dommage que nous sommes à ce niveau de gestion de la Confédération et on n'imagine pas que notre téléphone pouvait être écouté. Surtout avec l'arrivée des élections, nous sommes à la veille des élections. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Écoutez, regardez même, il y a certains membres ou bien certains travailleurs de la Confédération, surtout au secrétariat général, qui disaient qu'ils sont malmenés, ils ont des problèmes mentaux. Des témoignages évoquent des pressions exercées sur des membres influents de la CAF, après que leurs communications privées ont été compromises. Ces révélations montrent une face bien sombre de l'ascension de Fouzi Larja. Pegasus, outil de surveillance ultime, aurait permis donc à Larja et à ses alliés de contrôler les votes et de dicter des décisions allant parfois à l'encontre des règlements établis. Les conséquences de ces manœuvres se font déjà sentir. Des décisions contestées, des rivalités exaspérées entre fédérations et un climat de suspicion généralisé plongeant le football africain dans une crise de confiance. Ce scandale est une blessure ouverte pour le sport roi sur le continent. La CAF, déjà accusée de manque de transparence, se retrouve désormais au centre d'une tempête qui pourrait bien redéfinir ses fondements. Les appels à une enquête indépendante se multiplient, tandis que les supporters et les fédérations réclament des réponses. Ce que nous on attendait, c'est qu'après toutes ces confidences, après toutes ces plaintes des travailleurs de la Confédération africaine de football, on devait d'abord suspendre le secrétaire général avant de procéder avec les enquêtes. Mais on a fait les enquêtes, on n'a pas les réponses ou bien les résultats jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire général est resté en place et c'est parti, c'est mort, on n'entend plus rien. Et vous croyez que c'est normal? C'est pas du tout normal. Voilà alors notre Confédération africaine de football d'aujourd'hui. On décide avec le secrétaire général, le président et le président Legja. Parce que Legja, aujourd'hui, il est le président bis, le président de la Confédération africaine de football bis. C'est lui qui décide de tout. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, on amène ça au Maroc. Le championnat d'Afrique au Maroc, la Coupe d'Afrique au Maroc, le championnat des clubs au Maroc. Presque tout, c'est au Maroc. Pourquoi? Mais pourquoi? Plus qu'un simple scandale, cette affaire est le symbole d'une lutte plus vaste pour l'intégrité du football africain. La question n'est plus seulement de savoir si le Maroc a utilisé Pegasus pour manipuler la CAF, mais de comprendre comment un tel système a pu se mettre en place. Voilà, comment un tel système a pu se mettre en place, comme le dit Fethi Bendali. Maintenant, c'est clair. L'alliance entre le diable et le démon, elle est démontrée, elle est prouvée. Pegasus, c'est l'entité sioniste, et enfin, c'est le Maroc. Exactement. Le soutien technologique d'Israël au Maroc a pris une ampleur un petit peu alarmante. On est arrivé à l'affaire des écoutes grâce à ce logiciel Pegasus israélien. On est arrivé à écouter même des souverains, des présidents de pays, des chefs d'État. C'est le cas d'Espagne. On a dit que ce Premier ministre qui a revu un petit peu sa position par rapport au Sahara occidental, on dit que Pegasus y est pour beaucoup. Et il y a aussi Macron qui jurait qu'il n'allait pas laisser cette affaire passer comme ça et qui a dit qu'il a été victime justement de ce logiciel espion. Et il a tout lâché. Et on assiste à un retournement de veste spectaculaire. Il est revenu au Maroc. Il est venu au Maroc en concurrent, parce que c'est l'ancien colon, donc il est toujours dans l'habit du néocolonialiste. Il est venu au Maroc et il a fait table rase, il a effacé tout ça. Et même les enquêtes qui ont été ouvertes en Espagne,
En Belgique, parce que Pegasus aussi il a été utilisé pour l'écoute de certains eurodéputés, miraculeusement, ils sont retardés ou bien ils n'arrivent pas à des résultats. Donc c'est ce qui explique aussi ce silence. Parce qu'à un certain moment, on en a trop parlé de ça, mais on observe aujourd'hui un silence presque complice des médias européens, espagnols, français. Presque, vous êtes gentil, presque. Voilà, c'est pour ne pas dire qu'il est complice totalement, parce que ce silence encourage le Maroc a continué dans la même voie. Et comme le disait notre confrère africain, qui est spécialiste justement, c'est un journaliste sportif, il connaît bien les arcanes de la CAF, il dit que Pegasus a agi aussi au sein de la CAF, et c'est comme ça que l'ACJA a eu cette influence, donc l'argent sale et Pegasus. Et on en arrive également encore plus profondément à l'alliance du Maroc avec l'entité sioniste. Et vous savez que Fawzi El Rja est ministre délégué du budget du Marzen, et son ami intime aujourd'hui, c'est un sinistre personnage. Je dis sinistre parce que je vais vous expliquer également pourquoi. Il s'appelle Smotrich. C'est le ministre des Finances de l'entité sioniste. Du gouvernement génocidaire de l'entité. Extrême droite, repris de justice, lui comme le ministre de la Sécurité nationale qui est Ben Gvir. Et donc, ce sinistre personnage aujourd'hui, avec Fawzi El Rja, il forme un couple idéal, j'allais dire, entre guillemets. Il faut rappeler quand même que Smotrich, c'est lui qui a armé tous les colons de la Cisjordanie et qui leur a donné ordre de tirer sur tous les Palestiniens. Donc aujourd'hui, ministre des Finances de l'entité sioniste et Fawzi El Rja, ministre du budget, eh bien, sont en train de faire des affaires, du business ensemble. Et je vous laisse deviner quel business. Exactement. Exactement. C'est un couple terrible parce que ce Smotrich, tel que l'opinion internationale le connaît, c'est l'un des Israéliens zélés de l'extrême droite religieuse. Et très dur, hein, extrême droite, très dur, qui a toujours appelé à l'assassinat de l'arabe, à l'assassinat des musulmans, à détruire, il a armé, comme vous venez de le dire. C'est important de dire arabes et musulmans, parce qu'il y a aussi des arabes chrétiens palestiniens qui sont massacrés sans discernement. Ils ne font pas le discernement entre l'arabe chrétien et l'arabe musulman. Pour eux, c'est du bon gibier. C'est un Palestinien à éradiquer. Voilà, c'est des Palestiniens à éradiquer. Et celui-là, il s'avère qu'il est l'ami de l'ACJA. Donc, comme on disait tout à l'heure, quand Israël a été évincé, elle a perdu son statut de membre observateur auquel elle a été proposée, grâce à une action de l'Algérie et de l'Afrique du Sud, ils nous reviennent par leurs alliés de toujours, parce qu'ils étaient toujours alliés d'Israël. Le Maroc a été toujours allié d'Israël. Maintenant, ils ont officialisé cette relation qui était dans l'ombre. Et donc, ce couple-là, il est en train d'agir dans des instances africaines, y compris dans des instances africaines sportives. Justement, on va y revenir tout à l'heure, dans quelques instants. Est-ce que cette alliance dont a parlé Redouane Ben Dali il y a quelques instants, ce mariage contre nature, même si entre traître et Judas on s'entend bien, est-ce que le Marzen n'est pas le VIP de l'entité sioniste en Afrique? Oui. Le VRP, pardon. C'est justement, c'est l'allié stratégique. D'ailleurs, le Maroc, en concluant l'accord d'Abraham, ils ont réaffirmé les relations avec Israël, et maintenant ils sont en passe de faire la même chose avec la France, après avoir
conclu le même deal avec l'Espagne. C'est-à-dire le Maroc, c'est un pays qui ne peut pas vivre de ses propres moyens, qui ne peut pas vivre se faire valoir par ses propres capacités. Il doit avoir toujours un protecteur dans la région. Et ce protecteur aujourd'hui, c'est Israël. Et on voit très très bien que grâce au Maroc, Israël a un pied déjà en Afrique. On va continuer dans cette émission à décrypter les agissements et l'influence de Fawzi Lakdja au niveau de la Confédération africaine de football. Ardouan Bendali, vous avez contacté cet après-midi, un peu avant l'émission, spécialiste du football africain, il est journaliste, il est avocat également, confrère tunisien, Fethi Mouldi. Il a d'ailleurs aimablement répondu à nos questions. On va écouter quelques-unes de ses réponses. Tout d'abord, à la question toute simple, Fawzi Lakdja a-t-il une influence réelle au niveau de la Confédération africaine de football et quelle est la nature de cette influence? On écoute la réponse de Fethi Mouldi. Donc, le candidat marocain, le président de la fédération marocaine, Fawzi Lakdja, a une influence incroyable au niveau de la CAF. Rien qu'en voyant toutes les organisations, toutes les compétitions qui soient organisées par le Maroc, c'est qu'il y a une influence grandissante de Fawzi Lakdja. Donc l'influence de Fawzi Lakdja est inévitable. Il n'y a que le pire aveugle qui ne peut pas voir que Fawzi Lakdja fait un peu la pluie et le beau temps au niveau de la CAF. Mais tout en espérant aussi que ce ne soit pas au détriment de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, du Soudan, de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'intérêt du Maroc au détriment des autres. Mais là ça me laisse un peu perplexe dans la mesure où Fawzi Lakdja fait tout pour que le Maroc ait tout. Au niveau des pays arabes, on connaît Fawzi Lakdja plus qu'on connaît le président de la CAF. C'est quelqu'un qui... Voilà, on le connaît plus que le président de la CAF, c'est ce qu'a dit Fethi Mouldi. Alors, deuxième question, et on va avoir la réponse de Fethi Mouldi. Alors, comment se débarrasser de cette mainmise, puisqu'il a même parlé presque entre le bout des lèvres de putsch de Fawzi Lakdja au niveau de la CAF, comment on fait pour se débarrasser de Fawzi Lakdja? Cette influence grandissante, comment agir face à un président de la CAF plus businessman que président, comment agir face à l'influence grandissante de Fawzi Lakdja, comment faire? Bien sûr, il n'y a qu'une seule réponse à tout cela, la solidarité entre les fédérations africaines et arabes. La CAF, c'est un organisme important, imposant, mais il semble que ce qui se passe dans les coulisses est plus important, plus influent que ce qui se passe réellement sur les terrains de football. Vive le football africain, vive nos amis algériens. Et vive nos amis tunisiens, merci beaucoup. Fethi Mouldi, on l'a entendu, hein, la solution c'est la solidarité africaine, le réveil des Africains, comme ce qui s'est passé au niveau du siège de l'Union africaine. Je crois qu'il est temps que les Africains se réveillent et reviennent à l'évidence, à cette évidence qui fait que le sport et l'argent, et surtout l'argent sale, ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble, donc il faut revenir aux valeurs du sport. Il faut penser déjà à développer le football africain. On a vu que des pays comme le Qatar organisaient une Coupe du Monde de cette ampleur. Et on a vu comment le Qatar a utilisé le soft... Avec un véritable soft power. Un véritable soft power parce que le Qatar n'a pas les moyens militaires pour s'imposer. Donc elle trouve qu'elle peut redorer son image à travers les médias, la télévision ou bien le sport. Ils ont choisi cette option. Ils ont réussi, hein, un championnat du monde de handball où ils ont terminé finaliste, et puis organiser un championnat du monde d'athlétisme aussi. Oui. C'est un vrai soft power. Oui, quand on voit par exemple un pays comme les États-Unis,
qui essaye de mettre en avant des sports où les Américains excellent. Par exemple, le basket. On voit que leurs équipes d'NBA, ils font la tournée du monde. C'est pour donner une image plus humaine des États-Unis. Mais le Maroc, en football, il faut le comparer. À quel pays on peut le comparer? Les pays leaders en football en Afrique, c'est clair. Ce sont ceux qui ont eu des coupes d'Afrique. C'est l'Égypte, c'est le Cameroun, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, c'est l'Algérie. Mais le Maroc, qui n'a pas les moyens, justement, de se donner cette image sportive, il essaie de gangréner, justement, les organismes. Gangréner les organismes, tout organiser chez lui et tout faire avec des moyens souvent licites pour gagner. Voilà, il faut que les instances sportives des États africains prennent conscience de cette réalité et qu'ils agissent pour changer. Et merci pour la transition. Et il faut que les États africains se posent la question jusqu'à quand l'influence extrasportive de Fawzi Larja à travers le football africain. Ça, c'est un sujet préparé par Riyad Belkhadi. Mais à quel sale jeu joue encore le Marzen? Après avoir trahi ses alliés arabes en 1967 au profit de l'entité sioniste, changeant ainsi l'issue de la guerre des 6 jours, il semblerait que son indigne héritier réitère la même trahison avec ses voisins du continent africain. Il n'est plus un secret pour personne, l'entité génocidaire tente depuis longtemps de courtiser le continent en ne cachant pas sa convoitise rapace et hégémonique sur les richesses que possèdent les pays africains. Souvenez-vous, cette entité voyou et illégale a tenté d'infiltrer l'Union africaine en tant que membre observateur, rien que le titre est une aberration, mais fort heureusement, grâce à la vigilance des nations comme l'Afrique du Sud, l'Algérie ou d'autres délégations africaines, la tentative d'infiltration sioniste a été déjouée. Après cet incident, s'est développée chez les membres de l'Union africaine une nouvelle prise de conscience sur le rôle néfaste de l'entité apartheid sioniste sur le continent. Ce 36e sommet a marqué un tournant historique dans les relations entre l'entité et l'Afrique, continent longtemps convoité et courtisé par les sionistes. De plus en plus d'États africains n'admettent plus l'arrogance sioniste dans les territoires occupés par elle, illégalement, accompagnée de vagues répressives de plus en plus intenses contre les Palestiniens jusqu'à l'éradication même de la ville de Gaza. Beaucoup d'États africains commencent à réexaminer leur position, ce qui n'est pas le cas de quelques capitales, la plus impliquée d'ailleurs étant incontestablement Rabat. Après des décennies de double jeu scabreux et belliqueux, le Maroc a officialisé ses relations avec les sionistes en décembre 2020. Une reconnaissance en contrepartie d'une reconnaissance de l'occupation du Maroc sur le Sahara occidental, donc un accord entre 2 États coloniaux et violents. Dans la foulée, des accords bilatéraux sont signés entre un roi malade et complice par ses trahisons de son peuple appauvri et spolié, et un sanguinaire Benjamin Netanyahou recherché par le tribunal pénal international. L'entité, qui a réussi le pacte avec le diable, a compris que sa prédation de l'Afrique passerait par le Maroc et son cheval de Troie serait le football, chevauché par le sulfureux, lui aussi, ministre du budget et patron de la Fédération royale marocaine de football. Comme son ancien roi, en 1967, la dévotion à cette entité criminelle est dans les gènes de tous les traîtres et Fawzi Larja excelle dans cet exercice. L'ex-président du club de Berkane ne recule devant rien pour permettre à son allié devenu maître de conquérir les richesses de l'Afrique. Sa mainmise sur le foot africain par la corruption, par l'argent sale, l'espionnage des personnalités influentes du football africain et parfois des politiques, le chantage et même parfois la violence a su jusqu'à présent rendre cet homme indispensable, voire incontournable sur le continent. En tout cas pour l'instant. Cette alliance contre nature entre les 2 entités coloniales néfastes pour les intérêts des nations devrait voir dans les mois à venir un réveil des décideurs africains au niveau du football, comme l'a été celui des dirigeants de l'Union africaine pour barrer la route à une nation qui colonise une terre et un peuple africain qui cherche seulement à se libérer de ses chaînes,
le Sahara occidental. Barrer la route également à son allié satanique, qui ne doit sa survie que grâce au massacre du seul peuple digne de vivre sur la terre de Palestine, les Palestiniens. Le réveil des Africains est proche, car il n'y a pas de place pour les traîtres comme l'Arja sur la terre des justes. Voilà, Mustafa Aït-Mohoub, c'est clair. Aujourd'hui, le Maroc ne veut pas du bien à l'Afrique. C'est clair et net. Puisque le dernier pays africain encore sous le joug colonial, c'est le Sahara occidental. Et aujourd'hui, la stratégie maroco-sioniste, c'est de s'accaparer justement de certains pays africains. Vous savez, Bendali, il n'y a pas de hasard dans la politique. Il y a toujours des coups planifiés. Et maintenant, les coups planifiés par le Maroc arrivent à terme. 2025 sera une année charnière pour l'Afrique. Il y aura l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, parce que l'actuel Faki, son mandat arrive à terme. Et il y aura l'élection aussi du président de la CAF. Là, la situation de la CAF est telle qu'on l'a décrit tout à l'heure, dans une situation lamentable qu'il faudrait que les pays africains se réveillent pour reprendre tout ça et remettre le sport roi qui est le football dans les mains des Africains. Dans les mains des Africains et dans des dispositions meilleures. La même chose pour la Commission africaine. Aujourd'hui, on essaye de faire le lobbying pour faire passer un candidat pro-marocain et notamment pro-français, c'est-à-dire c'est la France de Macron qui a perdu son influence dans les pays du Sahel. Elle veut revenir par une autre porte, c'est Rabat, et contrôler toute l'organisation africaine, l'Union africaine, à travers le sommet qui est sa commission politique. Donc, il y a un travail dans ce sens qui sera fait. Il y aura plusieurs candidats, il y a un travail dans ce sens. Le Maroc aussi veut rivaliser avec l'Algérie pour le contrôle du poste de vice-président ou président adjoint de la Commission. Il y a deux pays qui sont en lice pour l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie et le Maroc. Quel projet ramène dans sa valise le candidat marocain? On a vu leur comportement à la tête de la commission paix et sécurité. Ils n'ont rien fait. Quand il y avait Abdelrahman Chergui, qui est algérien, qui était à la tête de la commission paix et sécurité avant le Maroc, on a vu le rôle joué par cette commission en Afrique dans la résolution des conflits et les tentatives de régler des conflits majeurs comme celui de la Libye, comme celui du Soudan, Darfour, comme celui du Sahara occidental. Mais on voit aujourd'hui qu'on ne parle plus de cet agenda pour faire cesser du fusil, comme on l'appelait avant. On ne parle plus de l'agenda de créer une force d'une force africaine d'interposition en Afrique. On ne parle plus de ces outils parce que délibérément le Maroc joue un travail néfaste au sein de l'organisation panafricaine. Il a vidé de toute sa substance. Alors que les Africains ont été très cléments avec le Maroc quand ils l'ont admis dans l'Union africaine en 2016, au mépris de l'avis du conseiller judiciaire de l'Union africaine qui disait que son adhésion était légale parce qu'il occupe un autre État. Et il y a une disposition dans la charte de l'Union africaine qui interdit à un État africain qui lui-même enlève la qualité de membre s'il colonise un autre État africain. Un État africain qui est membre fondateur de cette organisation. Et ce qui dérange le plus, c'est que l'Algérie a toujours été l'exemple et le support des luttes pour la libération des pays africains. La plupart des pays africains citent en exemple l'Algérie. Et c'est pour ça que le Maroc fait de l'Algérie un abcès de fixation. Il met le Sahara occidental qui l'occupe depuis 1975 dans le centre même de sa politique étrangère et de sa propagande. Il pointe du doigt à chaque fois l'Algérie qui n'a rien à voir dans cette affaire. Elle est pour la légalité internationale parce que le conflit sahraoui est entre les mains justement de l'ONU. Et c'est à l'ONU de régler ce problème. Alors,
on parle d'un nouveau colonialisme par le football. C'est ce que le Makhzen et son agent Lakhdja tentent et réussissent jusqu'à maintenant à faire au niveau de la Confédération africaine de football. La question finale de cette émission, messieurs, quel avenir pour la CAF et pour le football africain? Je crois que le football africain finira par revenir aux Africains, parce que là, il est entre les mains d'une personne, d'une triste personne qui travaille à notre agenda qui dépasse le Maroc, un agenda extra-Afrique. Donc le football, je crois, africain, il reviendra aux Africains, parce qu'il y a une prise de conscience. On a écouté tout à l'heure des journalistes africains qui ont parlé de l'état de la CAF depuis la venue de cette personne à la tête, plutôt au sein des instances de l'organisation africaine du football. Donc je dirais que l'avenir, si les Africains prennent conscience des enjeux, le sport africain et le football africain reviendra aux enfants du continent. Ardouan Bendali, on a posé la question tout à l'heure à Fethi Mouldi. Comment sortir de cette situation? Moi, je pense qu'il faut, comme également sur la lancée de ce que vient de dire mon ami Mustafa Mohoub, on doit aller vers une réforme de la Confédération. Et de sa configuration aussi. Une réforme, quand je dis une réforme, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à plat. C'est-à-dire que tous les pays africains doivent avoir leur chance dans cette confédération. Il ne faut pas qu'elle devienne une véritable machine à produire des dollars, de l'argent, et qu'elle oublie justement le côté développement, massification de la discipline du football, et qu'on puisse donner également les moyens à toutes les fédérations de se développer, y compris les fédérations qui n'ont pas les ressources et qui n'ont pas les moyens. L'année 2025 peut être une année charnière? Oui, et j'ajouterai ceci. Avec les infrastructures réalisées en Algérie, tous les Africains ont vu les capacités de l'Algérie pour organiser au moins une Coupe d'Afrique. Voire même plus. Voire même plus. Et on voit l'acharnement de Fouzi Lakhdja à vouloir écarter l'Algérie de ces rendez-vous importants africains. Le dernier match joué à Tizi Ouzou au stade de l'équipe nationale, au nouveau stade du Moudjahid Hussein Ahmed, justement montre une nouvelle image de l'Algérie. C'est l'image. Non, je vais dire mieux, la vraie image de l'Algérie. C'est l'image d'un pays. Et le joueur Aboutrika, l'Égyptien, une star. Il a fait les éloges. Les éloges, il a dit que je ne cesserai pas de dénoncer tous ceux qui empêchent l'Algérie d'organiser une CAF, une Coupe d'Afrique en Algérie. Il faut, pour terminer, je pense, souligner quand même, féliciter et souligner tous les efforts qui ont été faits par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui lui a véritablement donné une nouvelle impulsion, justement. Et vous avez vu dans quel délai toutes les infrastructures sportives ont été achevées, alors qu'à un certain moment, elles traînaient en longueur. Et ça, c'est également un acquis formidable pour le football algérien. Voilà. L'Algérie peut accueillir une Coupe d'Afrique des Nations et peut accueillir tous les Africains qui viendraient avec leur équipe supporter leur équipe en Algérie. Elle l'a fait dans le passé, elle l'a fait plusieurs fois. Elle a organisé les Jeux africains, les PANAF, les deux seuls PANAF africains, c'était en Algérie. Les Jeux méditerranéens, la Coupe d'Afrique des Nations en 90. Il y a les moyens. Les moyens sont là et c'est des moyens colossaux. Et tout le monde maintenant s'accorde à dire que l'Algérie a les moyens d'organiser ce genre de Merci Mustafa Mohoub, merci Ardouan Bendali, merci à tous d'avoir veillé, d'avoir regardé cette émission avec nous, la première du sport en question. Le sport, c'est bien évidemment sur Canal Algérie. Merci à tous, bonsoir.